Bonjour à tous et bienvenue pour une rediffusion d'un meet-up qui s'est déroulé pour les BBL de Ornès le 3 décembre. Donc l'objectif de cette présentation, de ce meet-up, c'était de présenter tout simplement l'outil Consul. Consul qui est un outil qui peut être considéré comme un vrai couteau suisse qui permet de dynamiser votre infrastructure. Et on va voir, alors l'objectif n'étant pas d'être d'utiliser Consul dans sa profondeur, mais plutôt dans sa largeur, c'est-à-dire d'identifier différents cas de figure d'utilisation de Consul, et vous allez voir qu'ils sont assez nombreux. C'est l'intérêt de l'outil. Alors, qui suis-je? Je suis donc Xavier Pestel, je suis DevOps chez Ornès, DevOps sysadmin, qu'on va dire, avec une orientation sysadmin. J'ai travaillé auparavant donc, pour un site de e-commerce en tant que DevOps, j'ai été administrateur système dans un ministère, et je suis passionné par tout ce qui touche au DevOps, à la conteneurisation, aux microservices. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Xavki que vous pourrez retrouver assez facilement. Alors, le plan donc de cette présentation est assez simple. Donc, dans une première partie, on va voir un petit peu ce que représente, ce que permet, ce qu'est Consul en lui-même. Ensuite, on verra son installation, avec le principe de client et de serveur. On verra ensuite les interactions, la ligne de commande Consul, quelques exemples. Le but étant pas d'être un champion de la ligne de commande Consul, ça se creuse assez facilement par la documentation. Et puis ensuite, différents cas d'utilisation de Consul. Donc, premier cas, on verra, c'est le DNS SRV. Ensuite, on verra l'utilisation, la mise en place d'un mesh et le rôle que joue Consul au sein de ce mesh. On verra ensuite l'utilisation de Consul pour gérer une conf dynamique de load balancer, en l'occurrence pour HAProxy. Puis ensuite, on verra comment, quand on fait du monitoring et qu'on a une infra, comment on fait en sorte que les serveurs connus de Consul puissent alimenter directement l'outil de monitoring, en l'occurrence Prometheus. Donc ça apporte vraiment un côté dynamique très important là, dans ce qu'on vient de voir là. Et puis ensuite, l'inventory dynamique qui peut être utilisé pour Ansible, et enfin le principe de clé-valeur de Consul. Alors qu'est-ce que Consul? Alors si on doit avoir toujours quelque chose à l'esprit quand on regarde Consul, avant toute chose, Consul c'est une base de données clé-valeur. Donc pour les gens qui connaissent Redis, ce genre de choses, Consul c'est avant tout du stockage clé-valeur avec, donc une base de données clé-valeur, avec un ensemble de choses qui permet d'en faire un outil bien plus complet qu'une base de données, en tout cas qui permet de faire d'autres choses que simplement de la base de données, même s'il permet de faire de la clé valeur, ce qu'on verra dans la dernière partie de la présentation. Alors quand on fait du Consul, quand on utilise Consul, il faut avoir à l'esprit la notion de service. Cette notion de service, elle a émergé quand même elle existe depuis un certain temps maintenant. Elle a émergé encore plus ces derniers temps avec l'émergence des microservices. Donc c'est le principe de prendre une application qui était monolithique d'un point de vue historique, c'est-à-dire un package qui englobe tout ce qu'on veut faire dans l'application. Et bien ces applications monolithiques, elles ont été splittées, elles ont été découpées en microservices, et donc plutôt que d'avoir un seul bloc, on a plein de petits blocs avec des interactions les uns avec les autres, ce qui apporte de la résilience, puisqu'en fait l'idée c'est d'avoir le moins d'adhésion possible entre chacun des microservices, les faire évoluer chacun à leur rythme, et en cas de défaillance d'un des microservices, faire en sorte que l'ensemble reste fonctionnel, même si on perd la fonctionnalité du microservice lui-même. Donc pour les gens qui font du e-commerce ou ce genre de choses, un meilleur retour d'expérience client, ou en tout cas d'expérience utilisateur. Un service, c'est quoi? C'est un applicatif plus ou moins grand, et celui-ci peut être composé d'une instance, mais aussi de nombreuses instances. Pour les gens qui font du Kubernetes ou du conteneur, quand on fait du scale up, on augmente le nombre d'instances. On peut faire du scale down, on réduit le nombre d'instances. Par ailleurs, ce qui
transpire dans les services, la notion de service, c'est les règles des 12 factors. Ça, je vous invite à aller voir sur Internet. Les 12 factors, c'est les règles, 12 règles, un peu les 10 commandements des microservices établis par Heroku, qui est une société spécialisée principalement dans le déploiement. Donc, voilà, il y a de la matière un petit peu à découvrir dans tout ça. Le principe donc de service, donc c'est découpage par briques métier. Donc plutôt que d'avoir, quand on fait des microservices, quand on passe d'un monolithe à une architecture microservice, il y a une phase très importante d'organisation. C'est-à-dire que quand on fait du monolithe, généralement on a une organisation horizontale, donc les sysadmins ensemble, les devs ensemble, les chefs de projet ensemble, etc. Avec l'arrivée des microservices, donc on travaille sur un espace beaucoup plus réduit et de fait, on attribue donc des ressources, donc par exemple un sysadmin, un dev, un chef de projet pour gérer un microservice et on travaille avec des systèmes d'organisation plutôt en mode sprint pour faire évoluer les versions de microservices. Ça n'empêche pas qu'une personne d'un métier précis va intervenir dans plusieurs microservices, mais on a plutôt une vision verticale qu'une vision horizontale. Donc des petites équipes de développement, du coup on gagne en agilité, l'adhérence est moindre, et du coup on va pouvoir itérer beaucoup plus facilement. Donc c'est le principe des CI/CD qui sont développés, les pipelines de déploiement, etc. Et donc on va pouvoir itérer beaucoup plus facilement le déploiement d'applicatifs et faire beaucoup plus de versions, en sortir plusieurs, voire plusieurs au sein de la même journée, avec une assez grande facilité, une assez grande souplesse. Ça apporte de l'isolation, de la résilience, comme je vous le disais, les microservices, et on peut jouer sur la scalabilité. Alors Consul dans tout ça, c'est quoi? Consul, c'est une registrie de services ou de microservices, peu importe. Ça va permettre d'avoir une sorte de gros annuaire, un gros répertoire où on va pouvoir dire tel service, il est porté par telle machine, tel port, mais aussi par une autre machine et un autre port, ainsi de suite, etc. Donc c'est vraiment une registrie de services. Donc ça va permettre de découvrir pour un service donné les différentes instances qui existent, mais ça va plus loin que cela. C'est aussi interrogeable bien sûr par API, ce qui facilite pas mal les mises à jour et la consultation donc, de cette base de données de services. Ça permet donc d'enregistrer des ports et des IP, de faire du coup des rolling updates relativement facilement, puisque du coup Consul va mettre à disposition cette base de données, donc cet annuaire, aussi bien auprès de load balancer que de proxy, etc. Et du coup, même de monitoring, et du coup, quand une machine va être mise à jour, elle va sortir automatiquement du pool de services pour y rentrer une fois qu'elle aura été mise à jour, suivant les règles qu'on aura définies. Ça permet aussi de faire du health check, donc vérifier la santé des instances des microservices, de manière, la plus précise quasiment possible, en tout cas la plus proche possible des microservices, puisqu'on peut le faire à partir du serveur sur lequel se situe le microservice, on n'est pas obligé de le faire à distance, ce qui apporte certaines facilités. Et du coup, voilà, on a des entrées et sorties de pool aussi en fonction de l'état de santé du service qui se fait très très facilement et dynamiquement. La mise à jour dynamique de configuration, donc ça on va le voir. Le stockage clé-valeur, donc comme je vous le disais, avant tout c'est une base de données clé-valeur. Une interface graphique. Des règles de policy, donc là pour les gens qui veulent aller plus loin, donc d'une part il y a l'aspect mettre en place des tokens, c'est-à-dire que suivant les applicatifs qui vont venir interroger Consul, on va pouvoir autoriser que la lecture, l'écriture, etc., etc. On va aussi pouvoir gérer ce qu'on appelle les intentions, c'est-à-dire rajouter à une couche très haute pour le coup, ce que l'on fait plutôt de manière basse avec la gestion des flux, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir autoriser tel microservice à communiquer avec tel microservice par exemple. Alors c'est pas un grand niveau de sécurité, mais ça permet de garantir certaines choses. Alors Consul, un de ses inconvénients par contre, c'est qu'il utilise de nombreux ports, vous les avez, ils sont tous listés là, donc il y a du TCP et de l'UDP pour faire du DNS, pour faire de l'HTTP, HTTPS, etc. Donc l'inconvénient, c'est que ça broadcast beaucoup sur son principe d'utilisation. Donc c'est une problématique, puisque si on passe à la deuxième partie, à l'installation du serveur et de ses clients,
Le principe d'une architecture de consul, donc là c'est simplifié au maximum. On a un master, donc là c'est vraiment l'endroit où le point où l'annuaire est enregistré, hein, cette base de données avec les valeurs. Donc ce master, il doit être constitué d'une ou de plusieurs machines, l'idéal étant d'avoir un nombre impair de machines puisqu'il suit le protocole Raft. Donc le protocole Raft, c'est un principe d'élection au sein des masters, et si on en perd un, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vote entre les différents masters pour pouvoir définir le nouveau master qui va répondre aux requêtes. Donc en avoir un nombre pair, ce n'est pas intéressant. Un nombre impair, là, du coup, on n'a pas de risque de problème au niveau du vote. Alors, pourquoi ouvrir les ports, c'est une petite difficulté sur Consul. En fait, Consul, donc on a un master, on a des agents qui sont définis sur chacune des machines, si on est dans le cas de serveurs physiques ou virtuels, mais aussi sur le cas des pods, par exemple au niveau de Kubernetes ou d'autres manières de fonctionner. Et du coup, à chaque fois qu'on va avoir une instance, on va essayer de lui greffer un agent Consul donc sur une machine donnée. Si on veut fonctionner par machine ou VM, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc chaque machine va avoir un agent. Chaque agent va être capable de checker l'instance qui s'y rattache. N'est-ce pas? Donc là, on a un service A avec une instance 1 et une instance 2, donc deux machines qui sont capables de servir au service A. Et ici, un service B qui est capable de servir avec deux machines, instance 1 et instance 2. Les agents sont capables de les checker chacun. Mais la particularité de Consul, donc, c'est qu'il utilise le protocole Gossip. Donc chaque agent ou chaque machine qui porte Consul, donc soit les masters, soit les agents, doivent être capables de communiquer avec toutes les autres instances qui font du Consul. Donc l'agent qui est là doit être capable de communiquer avec tous les agents qui sont là, plus le master, ainsi de suite. L'inconvénient de ça, c'est que du point de vue réseau, pour les gens qui ont des règles de flux assez fines, ça pose des difficultés. Et si jamais vous oubliez un port, vous avez des requêtes, des requêtes qui aboutissent avec des réponses 500, avec des timeouts des 500, des codes retour 500. Et du coup, ça peut être difficile à identifier, d'autant plus que ça peut bagoter beaucoup, puisque si on a vraiment beaucoup d'agents, qu'il n'y en a que un qui ne répond pas, plus le nombre de machines est nombreux, plus ça va bagoter de manière très discrète, on va dire. Alors l'installation, le processus est très simple, c'est quelque chose d'assez classique dans tout ce qu'on fait. On télécharge le binaire, on le positionne dans le pass, on crée les users et les répertoires. Donc il y a deux répertoires, l'idéal pour Consul, donc c'est un répertoire data, un répertoire qui contient les configurations. Et on va avoir un fichier de configuration qui va permettre de setter si on est sur un master ou pas, de setter les ACL et de setter si ce serveur-là va pouvoir va pouvoir gérer l'interface graphique. La création d'un service systemd pour le gérer, ça c'est plutôt préconisé. Et ensuite, on lance et on démarre. Donc concrètement, dans le détail, voilà ce qui se passe. Donc la création de répertoire d'user, donc on crée un groupe Consul, on crée un user Consul avec un no-login et de type système. On lui affecte le groupe Consul par défaut. On crée les répertoires, donc je vous l'ai dit, le répertoire de data, donc varlib Consul. On lui donne les droits, à Consul, et on lui affecte le groupe Consul. Ensuite, on fait la même chose pour le répertoire etc consul-d, donc lui qui va contenir la configuration de Consul lui-même et la configuration des services. Ça, on va le voir un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc là, on est sur le cas du master. Donc le master, lui, donc le binaire est le même, que ce soit pour les masters ou pour les agents. Donc ça facilite grandement les choses. Ensuite, c'est la configuration qui va venir différencier le master des agents. Là, on a une configuration d'un master. Donc sur ce master, on va préciser les IP, donc les IP d'écoute, et les IP par lesquels l'agent va pouvoir communiquer, sortir de la machine pour aller communiquer avec les autres machines. On peut indiquer aussi si on utilise
donc on peut définir un data center, donc c'est un principe de regroupement au niveau de consul. On définit l'endroit où se situe, ici on le voit, hop, voilà, les datas de consul, donc varlib consul. Le domaine, donc là on va le voir tout à l'heure dans la partie suivante, quand on fera du DNS SRV, c'est ce qui va être utilisé au niveau de consul pour constituer le FQDN, l'URL qui peut être servi par consul quand on fait du DNS au niveau des services. Ensuite, là on passe brièvement, donc là si on utilise la configuration DNS, ce qui est important ensuite, donc, c'est le uncrypt. Le uncrypt, c'est celui qui va permettre de faire en sorte que chacun des serveurs puisse communiquer avec les autres et l'autorisation de le faire. Donc en gros, c'est une clé qui est définie au niveau du master et que les agents doivent utiliser pour pouvoir rejoindre ce master. Le niveau de log. Et ensuite, on indique donc retry join et start join. Ça constitue la liste des master consuls qui sont capables d'être master, hein, donc les 3 serveurs dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on indique server true. Donc en fait, c'est simplement pour dire que effectivement le serveur en question, sur lequel on est, qui porte cette configuration, est un master, tout simplement. Et ensuite, l'interface graphique à true. Une fois qu'on a fait ça, on a activé donc notre interface. On a activé notre interface graphique. Notre interface graphique, elle est comme celle-ci. Donc très facile, très sympathique, avec les services qui sont enregistrés, register, on va le voir hein, par la suite, les nœuds qui portent des services, donc on les retrouve ici, plus le master qu'on a ici. Alors là il est en rouge, mais c'est particulier parce que j'ai un service qui ne tourne pas. Mais vous voyez qu'on a déjà de lui-même les checks, consul les fait au niveau TCP pour checker les agents distants. Donc déjà, si un agent ne répond pas, le nœud n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand on clique sur un des nœuds, ben, on a le détail et là, on voit le check de l'agent. Donc là, il nous dit qu'il est reachable. Donc il n'y a pas de souci. Et là, ça, c'est un check applicatif. Donc là, moi, j'ai défini un check, on le verra tout à l'heure, qui check le port 80. Et le fait qu'il soit fonctionnel et sa réponse. On a ensuite du stockage clé valeur à côté, on y reviendra plus tard. Donc là on a vu comment installer le master. Donc installation de l'agent c'est la même chose, hein, donc la création des users, etc., le téléchargement du binaire, placement dans le pass, etc. Et la configuration est un petit peu différente, elle est plus légère. Vous voyez qu'on retrouve l'encrypt pour bien rejoindre les masters. On a aussi le data-dir et l'endroit où se situe la configuration. On a le retry join qui est l'endroit, les IP qui vont pouvoir répondre au titre des masters. Et donc grâce à l'encrypt et à la liste des IP de master, les agents vont être capables de joindre un master. Si on perd le master primaire, on va dire, les autres nœuds prennent le relais, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut en avoir plusieurs. Alors là, c'est la configuration d'un service. Là, c'est un petit peu différent. Donc, on a configuré notre consul, on l'a mis en marche au niveau de systemd. Maintenant, on déploie un applicatif et on a besoin que cet applicatif remonte au niveau de consul dans sa base de données. Donc c'est le cas de ce que l'on voit ici, hein. On voit MyApp ici hein, en deuxième ligne. Donc là voici sa configuration du service. Donc le service, je lui donne un nom, donc moi je l'ai appelé MyApp tout simplement. On peut lui donner des tags avec pas mal d'éléments. Là c'est une configuration relativement épurée des services, on peut faire pas mal de choses supplémentaires. J'ai mis un seul check aussi notamment. J'indique le port sur lequel répond l'applicatif, hein, le service en question. Ici vous verrez, donc dans les tags j'ai mis URL 2. quelque chose, vous allez voir qu'il y a un petit tricks un petit peu plus tard dans la présentation. Et ensuite j'ai défini la méthode de check. Donc vous voyez que les checks ici, je vous ai mis les différentes méthodes qui existent, puis au fur et à mesure des versions consul on rajoute. Donc soit on peut le faire par argument, donc c'est-à-dire que là on va passer vraiment une ligne de commande shell bash classique, soit on peut appeler un script, donc un fichier de script bash par exemple,
Soit on peut faire du check HTTP, du TLS ou du gRPC. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. Donc si on regarde au niveau de mes machines ce que j'ai, moi en haut à gauche ici j'ai un master, et en bas à droite j'ai une machine 1 et une machine 2, app1, app2, qui portent le service MyApp. Si je me rends sur la machine app1, si je vais dans /etc consul.d, j'ai donc deux fichiers. Un premier fichier qui est la configuration de mon serveur consul. Donc si je fais consul.json, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la configuration de l'agent consul. Et j'ai aussi la configuration de mon service consul, donc pour l'applicatif, donc ce que je vous ai montré tout de suite. Donc si je fais une modification, donc là tel que vous le voyez, l'avantage de Consul c'est que c'est une mise à jour extrêmement rapide. Donc là c'est le cas de systemd, l'installation de systemd, on va passer assez rapidement dessus. Consul est donc très rapide pour se mettre à jour. Donc pour juste faire une petite démo, ce qu'on va faire, on va changer, donc là au niveau des applicatifs, donc le service qui se nomme, ou microservice qui se nomme MyApp, est réparti sur 3 machines à l'heure actuelle. La machine 101, 102, 103. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite mise à jour. Alors elle va pas être assez rapide pour vous démontrer que ça va vraiment très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler, je me suis rendu compte que je me suis trompé, je l'appelle MyApp2. Je change même l'URL ici, on va voir après l'incidence. Et je vais enregistrer. Ce que je fais un consul reload. Hop, je reviens ici, et je relance. Et vous voyez que tout de suite, j'ai mon nœud qui est sorti du service MyApp. Et si je remonte donc sur mes services, parce que j'étais zoomé sur un service précisément, vous voyez que j'ai bien le nœud MyApp2 qui est sorti. Si je veux me remettre dans l'état standard que j'avais tout à l'heure, je peux le faire aussi très facilement. Hop, comme ceci. Et voilà. Si je fais un consul reload, alors on pourrait enchaîner beaucoup plus vite, hein. Et vous verriez que Consul va vraiment très très vite. Voilà, donc là il est à jour et il a bien récupéré ces 3 nœuds. Les checks fonctionnent également. Donc ça c'est une première partie, c'est l'installation de Consul, son principe un petit peu de fonctionnement avec la configuration des agents et du master et la configuration des services qui est autre chose. Là, on va s'intéresser maintenant aux interactions et aux commandes. On va balayer les choses. Je ne vais pas vous faire des exemples à chaque fois. On a la possibilité d'interroger les membres. Donc si je fais un consul members, j'ai la liste des membres. Et je sais que j'ai 3 clients. Donc c'est MyApp, les app 1, 2, 3, les 3 serveurs. Et puis j'ai un serveur, moi j'en ai qu'un seul, hein, un nœud principal, un master. Et voilà, j'ai la version de Consul, je suis sur une version qui n'est pas tout à fait récente, le data center, etc. Et je vois surtout le statut aussi. Et je vois qu'ils sont alive et l'IP sur lequel est situé les agents en question. Vous voyez que ça collecte déjà pas mal d'informations, c'est assez sympathique. Donc si on veut se mettre en mode maintenance, on peut aussi se mettre en mode maintenance. Donc, par exemple, j'interviens sur cette machine-là, je fais consul maint -enable, donc j'active la maintenance, là il vient de l'activer, si je rafraîchis ici, hop, voilà, donc là j'ai un nœud en moins, si je me rends ici, je vois qu'il est rouge, et donc en fait si j'avais un reverse proxy ou mon Prometheus qui utilise, comme on va le voir par la suite, Consul, rien qu'à l'activation de la maintenance, le nœud serait sorti du pool du service en question et du coup il ne recevrait plus de requêtes, ce qui permet de gérer les exceptions qu'on va dire très facilement. Donc là on va lever la maintenance, donc disable, hop, je rafraîchis et voilà, on est revenu à un état nominal. On peut aussi donc faire interroger le catalogue, faire de la gestion de clés valeurs, donc si on a le temps à la fin on le fera. Donc pousser des clés valeurs, recevoir des clés valeurs, on peut pousser des fichiers entiers en guise de clés. Donc là vous voyez que par exemple ça, ma clé elle se nomme mon rep mon fichier.conf et arrobase un fichier donné. Donc le contenu de ce fichier sera stocké dans cette clé-ci.
On peut aussi utiliser l'interrogation par API. Donc là, vous en avez un exemple. On peut piper GQ pour que ce soit lisible parce que c'est du format JSON. On peut activer grâce à l'API aussi pas mal d'autres choses. On peut utiliser le module Ansible, donc il utilise l'API de Consul pour le faire. Et on peut, pour les gens qui vont plus loin, utiliser directement des librairies Java, Python, Go ou autres pour enregistrer les services. Donc plutôt que de faire le fichier qu'on a vu tout à l'heure en format JSON qui est stocké localement pour le service, on peut tout simplement utiliser les librairies en question. Alors, rentrons dans les cas maintenant d'utilisation. Donc on va découvrir le DNS SRV. Donc le principe de DNS, tout le monde connaît classiquement. On connaît souvent un peu moins le principe de DNS SRV. Donc le DNS, c'est quoi? On a une IP, on a un FQDN, on veut savoir où le rediriger, vers quelle IP, donc nos machines ont besoin de router des paquets vers une IP et pas vers un FQDN. Et de fait, la résolution, elle se fait grâce au DNS. Si on utilise le DNS SRV, c'est exactement le même principe, mais complété par des informations qui vont permettre de faire du load balancing. Donc classiquement, le load balancing le load balancing DNS classiquement c'est du round robin, donc une fois une requête pour un, une requête pour l'autre et ainsi de suite comme ça. Grâce au DNS SRV, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, ça c'est le résultat d'une requête DNS SRV. Donc si je me mets là, hop, si je me mets alors. Si je fais un dig, est-ce que j'ai dig d'installer? Oui. Donc je fais un dig arrobase 192 100. Alors je me souviens plus de mon IP de master. Hop. 168.57.10. 168.57.10-p, le port de mon serveur DNS. Donc là en l'occurrence je vais interroger, donc là c'est le port consul, vous voyez c'est pas un serveur DNS, hein, vraiment c'est le master consul que j'interroge, donc ça c'est l'IP du master consul, pour un DNS que consul est capable de résoudre. Donc service.consul, service.consul. Le point consul de la fin correspond à ce qu'on a mis dans la configuration tout à l'heure, c'est-à-dire que je le retrouve, voilà. Donc ici on a un domaine, donc ça correspond à ce nom de domaine qui est attribué. Hop, on revient ici. Donc nous on va dire que on veut résoudre cela en type SRV plus short pour pas avoir trop de détails. Donc une fois que je fais ça, j'ai ma liste des serveurs qui répondent. Si je faisais un service, un consul, donc si on active la maintenance comme on l'avait fait tout à l'heure, je réinterroge, vous voyez que aussitôt mon nœud est sorti. Si je disable la maintenance, hop, j'ai bien mon troisième nœud qui rentre. Donc ça c'est le principe du DNS SRV. Alors là je vais pas vous le faire aujourd'hui, mais donc l'inconvénient, si on fonctionne tel que je vous le montre dans la démonstration tout de suite, là, il faut précisément rentrer le nom du port en question pour pouvoir résoudre. Donc c'est un petit peu problématique. Si on utilise DNS Mask, on bypass tout ça. Donc on fait la configuration suivante de DNS Mask, on lui indique serveur égal /consul /l'IP du serveur dièse le port en question. Et comme pour n'importe quel autre serveur DNS, quand on va faire une requête localement, on va faire un curl, cette fois-ci myapp.service.consul, et de fait, ça répondra directement. Donc là, moi je ne l'ai pas installé, mais si on faisait l'installation, c'est ce qu'on aurait comme résultat. Donc on load balancerait, avec ce système de priorité et de poids qu'on retrouve ici. Hein, donc c'est le SRV, c'est les deux chiffres qu'on voit devant.
Premièrement, la priorité, donc c'est-à-dire l'instance, si on veut considérer des instances de sauvegarde, une qui ne sert que si les autres ne répondent pas. Et le poids c'est différent, le poids c'est la pondération, donc c'est-à-dire que c'est la répartition. Donc si je considère que sur les 3 machines, elles ont toutes la même priorité, mais que j'affecte un poids différent à chacun, il y en aura une qui aura plus de requêtes que les autres. Donc ça, c'était le DNS SRV. Maintenant, on va voir le principe de mesh. Donc là, c'est un autre cas d'utilisation. Donc le mesh, c'est un principe qui est assez à la mode actuellement, qui se développe beaucoup. Quel est son principe de base? Donc vous voyez qu'on retrouve, si on se remet dans la configuration qu'on avait tout à l'heure, donc là j'ai un service A, un deuxième service, un service A avec sa première instance, la 1, un service A avec sa deuxième instance, la 2, et un service B avec une autre instance. À chaque fois, j'ai bien mon agent consul ici, j'ai mon consul master ici. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'ai rajouté un reverse proxy. Là, en l'occurrence, il s'appelle Linkerd dans la démo que j'ai, mais on pourrait avoir HAProxy, on pourrait avoir Nginx ou autre. Et donc, ce reverse proxy, je l'installe sur chacune des machines. Bon, faut pas s'inquiéter, c'est pas lourd en soi. Et ce qui va me permettre, ce reverse proxy, c'est qu'on va lui donner en gros à manger le consul master et qui va lui permettre de bénéficier de son répertoire du consul master. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, si on active la maintenance ou la désactive, voilà, il y a des instances qui sortent ou qui rentrent. Donc notre reverse proxy va s'informer en permanence de l'état des services. Et du coup, si mon service A, instance 1, veut interroger le service B, donc mettons qu'on ait plusieurs, ou plutôt le contraire, si j'ai mon service B qui veut interroger, donc instance 1 qui veut interroger mon service A, ce qu'il va faire, donc mon instance 1, je vais lui dire, écoute, toi, je vais pas te renseigner à la main toutes les instances du service A, parce que si ça se trouve, celle-ci, elle sera sortie à un moment donné parce que son lead check va planter, ou je serai en mode maintenance dessus parce que je suis en train de redéployer, etc., etc. Donc du coup, mon applicatif ici, je vais lui dire, tu passes par Linkerd, ton reverse proxy ici, donc en localhost 127.0.1, passe par ton Linkerd, et ta requête, c'est ton Linkerd qui va l'affecter à l'endroit qu'il faut. Linkerd, lui, comme je vous le disais, il prend en compte en permanence l'état des services, donc l'annuaire du consul master, et est capable de dire, moi sous le coude, alors lui c'est un load balancer en même temps, moi sous le coude, pour un service donné, donc en l'occurrence le service A, j'ai 2 instances. Et après, c'est Linkerd qui va faire le choix, qui va dire, j'applique mes règles de load balancing. Ok, ma règle, elle me dit, je vais plutôt vers le 1. Donc du coup, je vais aller vers le 1. Si mon instance 1 rebalance une deuxième requête, si ça se trouve, il l'enverra au 2. Et donc, il fera son load balancing. Par contre, si je sors une des machines, ici, à la 1 ou la 2, mon consul master va être à jour, et du coup, mon Linkerd ici va être à jour. Et donc ici, je re-rentre par le Linkerd pour affecter la réponse à l'instance en question. Alors, en quoi aussi c'est intéressant comme principe, c'est que pour les gens qui font du TLS de bout en bout, c'est-à-dire au sein de leur infrastructure, pour les gens qui utilisent des certificats, on va pouvoir sur tous les reverse proxy déployer des certificats et faire en sorte que la communication entre machines via les reverse proxy se fasse uniquement par du certificat TLS. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Alors Linkerd, on passe rapidement sur son installation. Donc c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Donc Linkerd, c'est un load balancer qui possède une clause particulière. Il permet de faire ce qu'on appelle du retriable, c'est-à-dire que quand il envoie une requête à un service et que celui-ci ne répond pas, il est capable de conserver cette requête et de l'envoyer à un autre serveur et d'essayer sur un autre serveur. C'est un reverse proxy load balancer. Il est très facile à configurer pour utiliser Consul. Donc vous voyez que dans sa configuration, on lui place simplement cet élément-là, qui est en bas à droite, là. Et donc on a, à partir de l'IP, on lui définit le type Consul et il est capable de dire « Ok, je vais aller me renseigner auprès de Consul pour son fonctionnement ». Dans K8s, Linkerd, c'est aussi ce qu'on appelle un ingress controller, donc il gère le routing à l'intérieur du cluster Kubernetes. Alors 2 méthodes pour interroger un Linkerd, soit on peut le faire par le header, soit on peut le faire par le nom de service. Donc ça c'est toujours sa configuration, on va passer dessus. Donc là c'est le mode header, donc si on veut faire un mode header, on le fait comme ceci. Donc moi par exemple, on va considérer tout à l'heure
Donc je suis la machine 1. J'ai 3 machines hein, comme la machine 1. Ce que je veux faire, alors on va faire une modification. Donc ma machine 2, ce que je vais faire, c'est que je modifie sa configuration au niveau de consul. Voilà, alors, ouais, on va se le faire comme ça, pour que ce soit assez efficace. Donc première chose, je vous fais un curl. Donc avec le header, host, voilà, qui se nomme myapp. Et nous, donc, on a dit que on passe toujours en local. C'est comme si j'étais un applicatif. Hein, le curl, on va considérer que c'est une application. Donc en local sur le 127.0.1 et mon linkerd, lui, il écoute sur le port 4040. Voilà. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Mon linkerd interroge, c'est avec consul que myapp est porté sur 3 serveurs, vous voyez, et du coup en fonction de sa règle de load balancing, là c'est pas du run robin, il load balance sur la 1, 2 et 3. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, vous voyez que la machine 1 répondait. Là, ce que je vais faire, je vais aller éditer, comme on l'a fait tout à l'heure, mon serveur consul. .d et je vais lui modifier mon service. Et comme tout à l'heure, je vais me dire, ah bah je me suis trompé, en fait, c'est myapp 2. Ok. Donc là, je fais un consul reload, comme on l'avait fait tout à l'heure. Ok. Et donc là, je peux reprendre mes curls où j'en étais. Donc là, vous voyez que j'ai toujours, je n'ai plus que l'instance 1 et l'instance 2 qui répondent. 2 et 3 qui répondent, pardon. Et tout à l'heure, donc je vous ai pas fait le test, mais si je faisais myapp 2, ça ne répondait pas. Et là, si je fais myapp 2, ça répond. Si je remodifie ma conf, donc ça serait pareil, hein, si je fais de la maintenance ou si j'ai un health check qui plante, par exemple, et ben automatiquement ma machine elle serait sortie du pool myapp exactement de la même manière. Donc là, si je fais un consul reload, je remets tout dans l'état que j'avais tout à l'heure. Donc forcément, si j'interroge myapp 2, bah là, c'est linkerd qui me répond, qui me dit, moi je connais pas cette route. Par contre, si j'interroge le myapp tout court, là, ma 1 est bien revenue dedans, et la 3 répond aussi, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir quelque chose de très dynamique. Vous voyez que ça apporte déjà quelque chose d'assez assez intéressant, en dehors d'apporter aussi du TLS et autres. On peut faire, plutôt que par du... Hop là. Voilà. Plutôt que de faire par du host, ce qui n'est pas toujours très funky, on va dire. Donc là, on fait par du host. On peut très bien se passer de le faire par du host. Et en jouant sur la configuration de linkerd, on peut lui passer un slash. Donc là, moi, je l'ai fait. Mon linkerd est capable de répondre sur 2 ports. Et là, je dis, voilà, grâce à la route, my app curl, oui. Hop, voilà, puisque j'ai pas de host. Et là, vous voyez que je peux interroger comme ça. Et toujours pareil, si j'avais myapp 2, je pourrais aussi résoudre de la même manière. Alors, donc là, on a vu le mesh. Maintenant, on va voir le load balancer. Donc c'est un cas un petit peu similaire, mais malgré tout un petit peu différent, puisqu'il va nous permettre de découvrir un autre outil. En l'occurrence, on va utiliser consul avec hproxy et en utilisant un outil qui s'appelle consul template. Hop, je regarde le temps, voilà, ça roule. Donc, hproxy, donc c'est un load balancer. Nous, notre cas de figure de ce qu'on a tout de suite, donc on reste sur ce qu'on avait tout à l'heure ici. On n'a plus de load balancer en sidecar, on pourrait en conserver, mais c'est pas le but de la démo. Le but de la démo, c'est quoi? C'est de se dire qu'on a un hproxy à côté, un load balancer central dans notre infra. Lui, ce que je veux, c'est au même titre que mes reverse proxy qui sont à côté ici. Ce que je veux, c'est qu'ils soient informés en permanence de l'état de mes services pour pouvoir router les trafics et load balancer les requêtes au fur et à mesure. Et pour ça, nous, on va utiliser, alors on avait vu que linkerd, lui, il pouvait très facilement utiliser consul master. D'autres outils ne sont pas dans ce cas de figure-là. Et quand c'est comme ça peut être intéressant d'utiliser un petit binaire qui s'appelle consul template. Donc ce rôle à consul template, donc c'est du Go, c'est d'interroger en permanence le consul master qui est là. Et
en fonction de l'évolution du consul master qui est là, consul template, on va lui fournir des templates, comme son nom l'indique, et il va être capable de rédiger un fichier de configuration à la volée. Donc par exemple, pour HAProxy, il se situe dans etc HAProxy, HAProxy.cfg. On va être capable de lui dire, écoute, je te donne un template, et avec ce template-là, tu vas me rédiger le fichier qui se situe dans etc HAProxy, HAProxy.cfg, et de jouer une commande. Ça, c'est important, puisqu'en fait, on peut modifier la configuration, mais si on ne fait pas de reload du service HAProxy, la nouvelle configuration ne sera pas prise en compte. Donc du coup, Consul Template permet de faire ça. Et puis, Consul Template permet en gros de rédiger des fichiers. Alors, ça peut être des fichiers de configuration, mais des fichiers plus globalement. Donc, on peut rédiger des fichiers HTML aussi pour servir des pages qui représentent l'état des services qu'on a d'enregistrer dans notre Consul Master. Donc, dans notre exemple, on va faire quoi? On a une configuration de base HAProxy. Donc HAProxy qui est notre load balancer reconnu, donc c'est un reverse proxy en même temps, il fait aussi contrôleur ingress dans Kubernetes. Sa configuration, donc toute la partie haute, on s'en fiche, là, donc il y a une partie globale, une partie default, et on a une partie basse qui classiquement contient les choses suivantes. Un front-end dont on définit le nom. On dit qu'il écoute sur le port 80 en HTTP, et si on capte des choses sur le port 80, on lui dit écoute, tu rediriges tout ça vers un default backend qui se nomme load. Ce default backend, donc il est là, il se nomme load, et derrière lui, il sert les requêtes qui sont là, il les sert sur deux serveurs, il les répartit suivant des règles de load balancing. Là, en l'occurrence, un serveur 1, un serveur 2. Ce qui se passe du coup, c'est qu'il load balance. L'inconvénient de ça, c'est que si on a une configuration statique, qu'on n'utilise pas Consul, cet élément-là, il faut aller le changer à la main ou au mieux passer par des outils de gestion de configuration comme Ansible, qui nécessitent un petit peu de temps de déploiement ou des choses, une intervention humaine. Et de fait, Consul Template, lui, plutôt que de faire ça, il va nous permettre, on va configurer Consul Template, on aura fait notre template, la règle qu'il va devoir gérer, et dès qu'il y aura une modification, il le fera de lui-même, aussitôt, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit peu de manière très très dynamique. Donc Consul Template, c'est la lecture des données de Consul, c'est de l'édition dynamique de fichiers. Donc son installation, c'est comme Consul, c'est-à-dire on crée un user et son groupe, on crée les répertoires qui vont avec, on crée un service systemd pour le gérer, on utilise les templates et on le lance. Donc là, je vous ai mis l'exemple du service systemd. Alors, c'est le modèle de template utilisé par Consul Template, c'est du Go. Donc ça se rapproche au Jinja pour ceux qui connaissent Python, mais là c'est des templates Go, c'est très très similaire. Avant que je vous montre celui-ci, donc le principe est assez simple, on va se rendre sur la machine HAProxy. Donc j'ai un serveur HAProxy qui tourne, j'ai une configuration, et quand je me rends dedans, donc HAProxy, HAProxy.cfg, j'ai l'impression que cette configuration est statique. En fait, elle ne l'est pas. Alors, la partie Vault, on s'en occupe pas. Moi, vous voyez que à l'heure actuelle, j'ai quoi? J'ai 3 serveurs de renseignés ici, mes 3 serveurs de MyApp qui sont renseignés. J'ai aussi, alors j'ai 2 fronts, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, qui permet de capturer les requêtes donc par rapport à leur host. Et si leur host arrive avec un myapp.localhost, et bien à ce moment-là, je sers la requête sur le port 80 et je load balance sur mes serveurs qui sont là. Donc là, on va se dire c'est un load balancing assez classique. Si je regarde, si je fais un curl myapp.localhost, j'ai un load balancing qui se fait sur les 3 nœuds, vous voyez, très classiquement. Donc là, on a l'impression que c'est une configuration classique. Ben non. En fait, ce qui se passe, la configuration que vous avez vue, elle est mise à jour par Consul Template grâce à un template, comme son nom l'indique. Ce template, c'est celui-ci. Donc il y a toute une partie fixe qu'on a, donc toute l'entête qui varie pas au niveau de la conf HAProxy. Par contre, il y a une partie en dessous qui varie. Alors on va la regarder
un petit peu dans le détail. Elle est un petit peu trapue parce qu'elle a un tricks dedans, vous allez le voir. Donc en gros, qu'est-ce qui est fait? Donc on a un front-end qui écoute sur le port 80 en mode HTTP. Jusque là, tout va bien. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que donc Consul Template va interroger la liste des services de Consul. Et pour tous les services qui ne se nomment pas Consul, il applique ce qui est la boucle en dessous. Donc pour tous les services qui ne se nomment pas Consul, je récupère le nom du service. Ok. Donc j'applique l'ACL de HAProxy. Je récupère le nom du service pour dire j'ai un front qui s'appelle front underscore le nom du service. Ensuite, j'ai un tiret petit i ici qui va me permettre de filtrer l'URL entrante. Et pour ça, j'utilise le tags. Je vous avais expliqué qu'il y avait un petit tricks ici, le tags de nos services qui contient URL. Donc on a un tag qui s'appelle url:/myapp.localhost. Donc en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que je fais, c'est que je coupe ici, grâce à une regexp, je coupe aux 2 points et je récupère la deuxième partie qui est myapp.localhost. Et du coup, tout simplement, dès que j'ai un tag, en gros ce que je dis là, c'est que pour un service donné de Consul, je parcours tous les tags, parce que je ne peux pas les différencier comme ça, mais dès que je rencontre un tag qui contient URL 2 points, je capture ce qui est juste après l'URL 2 points, et je le place à l'endroit où je suis. Ensuite, je définis mon backend, je donne un nom à mon backend grâce au nom du service en question, et je redirige tout vers mon backend. Pour le backend, ensuite, je réapplique la même méthode, c'est-à-dire que je parcours tous les services comme je l'ai parcouru au-dessus, donc sauf le service qui se nomme Consul. Je définis un nom de backend grâce au nom du service en question. Ici, c'est un petit trick, tout simplement pour resetter une variable qui s'appelle service, grâce au nom du service. Ensuite, je dis que je fais du round robin. Et pour un service donné, ce que je fais, donc là, ici, on parcourait tous les services. Là, ce que je veux, moi, c'est parcourir que le service sur lequel je suis à l'heure actuelle. Et donc, pour un service donné, ce que je fais, c'est que je parcours tous les nodes existants, donc ceux qui sont enregistrés ici. Donc quand je vais dans Node, ici, là, hop, voilà. Quand je vais ici, donc je suis dans mes nodes. Donc tous ceux qui sont pour un service, alors c'est plutôt l'inverse en fait, voilà. Donc quand je suis pour un service donné, toute ma liste de nodes, c'est cela. Donc en fait, c'est ce qu'il itère ici et ce qu'il récupère. Il récupère le port aussi fourni par Consul, puisque Consul est capable de connaître le port, puisqu'on le set dans le fichier de configuration. Et à partir de ça, il a tous ces éléments. Donc là, à l'heure actuelle, si je fais un curl myapp, je load balance sur les trois serveurs. Et si je fais un myapp2, ça ne répond pas. Ben, on va faire comme tout à l'heure, tout simplement. On va se rendre sur la machine 1. On va aller tout simplement éditer notre fichier myapp. Je dis que, en fin de compte, c'est myapp2. Et surtout, je change l'URL qui est là. Donc vous allez voir l'incidence. Donc là, j'ai enregistré. Je fais un consul reload. Donc comme tout à l'heure, j'ai bien donc consul qui s'est mis à jour. Donc hop, voilà. Il a enregistré un myapp2. Il a sorti une des machines de myapp. Et donc maintenant, si je continue, si je fais le même curl que j'avais tout à l'heure sur myapp2, j'ai bien ma machine 1 qui répond. Et si je me rends sur myapp, je n'ai qu'un serveur qui répond. J'ai que 2 serveurs qui répondent. Si je retourne sur ma conf HAProxy, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en doutez. Donc ma conf HAProxy a évolué. Et maintenant, donc tout à l'heure j'avais un seul bloc pour myapp localhost. Je gérais une seule entrée, celle-ci. Maintenant je gère 2 entrées. Je gère aussi myapp2. Et je gère aussi du coup 2 backends. Donc automatiquement. Et j'aurais pu en rajouter 10, j'en aurais eu 10 de rajouter quasiment à l'instant même. Donc vous voyez que j'ai pas touché à ma conf, j'ai pas fait de reload, j'ai pas joué de Ansible, et dynamiquement ça a été mis à jour très très rapidement. Et j'ai pas eu de commande à lancer, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus dynamique. Donc ça c'est notre cas de figure pour la gestion du load balancing. Pour la gestion de Prometheus, c'est un petit peu le même cas de figure.
C'est-à-dire qu'en fait, alors on peut faire plusieurs choses avec Consul vis-à-vis de Prometheus. D'une part, on peut faire de l'auto-discovery, c'est-à-dire que euh, Prometheus va venir manger, comme j'ai tendance à le dire, le Consul Master pour découvrir les nœuds qui existent. Donc si je prends un Prometheus, parce que j'en ai un forcément, que je regarde ici hop, les targets, pardon. Donc qu'est-ce qui se passe si je zoome un petit peu? Bah, vous voyez qu'ici, en l'état actuel des choses, si vous vous souvenez bien, donc on a un MyApp où on a 2 instances, hein, et on a un MyApp 2 avec une seule instance. Donc là, si je rafraîchis, hein, je triche pas, vous voyez que j'ai quelque chose qui prend en compte ces éléments-là. Si je fais la même démarche que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que je retourne ici et je me remets en situation, on va dire, un peu nominale. En fin de compte, bah, celui-ci répond à MyApp également. Donc là, je vais avoir 3 instances pour MyApp. Je fais un consul reload. Je retourne rapidement dans mon Prometheus. Je rafraîchis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il a pris en compte tout de suite la modification, mon Prometheus. Et il se retrouve avec, donc là, Prometheus qui me permet de monitorer mes serveurs. Et on se retrouve avec les 3 instances et on n'a plus de MyApp 2. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est le principe d'auto-discovery. Ensuite, on peut bénéficier de routes de métriques pour Consul. Donc en gros, Consul, il a des temps de latence, il a des éléments donc sur la réponse, etc. Donc ça, on peut aussi configurer Consul pour avoir cette route Prometheus. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante à utiliser. On peut utiliser ce qu'on appelle un exporteur pour Prometheus, mais un exporteur de Consul pour Prometheus qui va permettre en gros d'exporter tout ce qu'on voit ici, c'est-à-dire l'état des services, l'état de chacune des instances des services. Donc il y a l'état des services, donc est-ce qu'un service est up, parce qu'il y a au moins une des instances qui répond. Ensuite, il y a l'état de chacune des instances des services, c'est-à-dire en fait mon service il répond bien, mais j'ai une des instances qui ne répond pas, etc. Donc ça c'est assez sympathique avec le Consul exporteur. Donc le principe d'utilisation, c'est cela. Donc ma démo, en gros, on a le même cas de figure que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on a un Prometheus qui lui se connecte sur le Consul Master et qui est capable du coup, grâce à cette information-là, de mettre à jour sa configuration. Et même si j'ai des routes, donc là si je me rends sur une des routes, voilà. Si j'ai des routes applicatives qui sont définies, donc sur mon port 80, hein, donc c'est le port applicatif, avec une route /metrics, et bah du coup grâce à sa mise à jour dynamique de Prometheus, avec Consul, du coup on se retrouve bien avec nos routes qui sont bien parsées via Prometheus. Donc ça c'est très très sympathique. L'exporteur, donc moi dans mon cas de figure, je l'ai installé au niveau de Prometheus, lui il apporte d'autres choses. Donc l'exporteur, ce qu'il apporte, alors si je me rends comme ceci, donc 192, hop, on va le faire comme ça. Donc mon exporteur, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche beaucoup d'informations, comme je vous disais, l'état des services, donc on retrouve, donc là c'est l'état des nœuds, pardon, des nœuds au niveau des consuls agents. Ici c'est l'état des services, donc là en l'occurrence j'ai un service MyApp, donc pour chacune des instances, comment il se situe, etc. Donc ça c'est assez sympathique. Et ça permet, donc là ça c'est l'exemple de configuration que j'utilise au niveau de Prometheus. Alors tout ce qui est commenté là je laisse en guise d'information. Mais en gros dans la configuration de Prometheus, ce que je lui dis, j'utilise un type de source consul _sd _configs. Je lui fournis juste l'IP et le port du consul master, et à partir de ça, consul est capable d'interroger notre consul master. Derrière, ce que je fais, c'est que j'utilise des labels pour filtrer éventuellement les choses, c'est-à-dire qu'ici, je peux faire un filtre, vous voyez ici, sur le tags consul, et si un service contient un tags qui contient metrics, à ce moment-là, on le retient et on dit, ok, celui-là, je veux qu'il soit parsé par Prometheus. Donc là, j'ai une action keep. On peut faire des actions drop aussi, etc.
Là, j'ai laissé commenter, mais en commentaire, en gros, ce que j'ai mis, c'est qu'on peut aussi faire du changement de port. Donc, si dans Consul, on a un port 80 qui est enregistré, mais qu'en fin de compte, la route Metrix n'est pas le port 80, mais le port 80-81, eh bien, on va pouvoir modifier le port également. Ensuite, on peut jouer sur les labels pour dire bah, le label, l'information du nom de service dans Consul équivaut au label job dans Prometheus. L'information node de Consul est affectée au label instance de Prometheus. Donc voilà, donc le Consul Exporter, moi je l'ai installé avec Docker tout simplement. Donc c'est juste la commande de celle-ci, rien de plus. Et c'est exporté ensuite sur la route en question via /metrix. Alors l'intérêt de ça, c'est que derrière, si on a un Grafana, qu'on le connecte, voilà ce qui se passe. Bah, j'ai mon Grafana. À l'heure actuelle, alors je dois pas être à jour. Ah ouais, je sais pourquoi. Est-ce que je peux le modifier? Ouais, ça va prendre un peu de temps peut-être. Non, hop, je vais mettre Edit. Et si on descend, il faut que ce soit des instant metrics. Où est-ce qu'il est passé? On va dézoomer, ça serait mieux. Parce que là, on n'y voit rien. Voilà, instant metrics ici, voilà, parce que sinon on n'était pas bon tout à l'heure. J'enregistre. Ouais, on peut le mettre plus sympathique, on va le mettre transparent. Hop, voilà. Et j'enregistre ça, voilà. Save. Je reviens sur le dashboard et voilà ce que ça donne. Donc à l'état actuel des choses, bon là j'ai deux services, hein, j'ai Vault et MyApp. Nous on s'intéresse qu'à MyApp. Vous voyez que j'ai 3 instances. Et vous doutez bien du test que je vais faire. Je vais aller faire mon énième modification. Je nomme MyApp2. J'affecte l'URL MyApp2. Je fais un consul reload. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, mes sources ont été modifiées. Donc du coup, j'ai des targets qui ont été modifiés. Et derrière, forcément, j'ai un Grafana qui va s'adapter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé donc avec un MyApp2 qui vient de se lancer, qui est rouge parce que j'ai qu'une seule instance. Ici, j'ai un MyApp tout court qui est rouge aussi parce que je n'ai que 2 instances. Et je considère que je suis vert à partir du moment où j'en ai 3. Je crois que c'est la règle à peu près. Donc là, il suffit de jouer sur cette partie-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ouais, où est-ce qu'il est? Il manque... ouais, on aurait pu corriger. Non, ça c'est bon. Je crois que c'est le max qui est pas bon. Si je fais ça, ça fait ça. Voilà. Donc à 2, on est vert. À 1, quoi, en dessous de 2, on est rouge. Donc là, je pourrais me mettre à 3. À 3, ça veut dire que je suis en situation optimum. Donc en gros, hop, on va le faire comme ça. Là, je suis à 3. Donc tant que j'ai pas 3 services, je considère que j'ai une situation qui est anormale. Donc on peut aussi déclencher des alertes avec Grafana. Et là, bah, je peux refaire ma modif. Donc vous voyez que j'avais tout en rouge. Là, finalement, hop, sur MyApp, on va repasser au vert. Hop, voilà. Voilà, je suis repassé. Ouais, je vais avoir un problème bon, sur l'échelle, c'est pas grave. Voilà, donc le but c'était de voir vraiment le principe. Ensuite, je vais pas vous faire la démo. Au niveau de Ansible, on peut utiliser aussi Consul comme source d'inventaire. Donc Ansible, vous savez que bon, voilà, on a un inventaire avec une liste de machines sur lesquelles on fait tourner nos déploiements, nos playbooks. Grâce à Ansible, et grâce à Consul, pardon, on peut avoir ce qu'on appelle un inventory dynamique. Donc l'inventory dynamique, c'est quoi? C'est juste un script ici, hop là, un script Python dans lequel on définit tout simplement
le console master, donc de la manière dont je vous l'ai mis au-dessus. Et dès lors qu'on a fait ça, on va pouvoir jouer notre playbook dessus. On peut aussi utiliser des groupes, donc pour limiter donc les mêmes groupes que Ansible, mais qui vont faire appel du coup aux services, ou en tout cas à des tags ou aux services de consul, pour pouvoir faire des filtres tout simplement sur les machines, comme on peut le faire facilement avec Ansible. La gestion de conf clé-valeur, donc là c'est assez sympathique aussi comme fonctionnement. Alors moi ça c'est l'exemple, c'est pas la meilleure mise en valeur des choses, mais en gros, consult template, on peut lui fournir donc on a notre système de template, on lui donne toujours comme tout à l'heure le console master à manger, sauf que derrière on peut lui dire plutôt que de récupérer les données, les informations de type applicative, on va interroger la partie clé-valeur de consul, c'est-à-dire cette partie-ci, clé-valeur, qui est vraiment la partie base de données. Moi ce qui se passe, donc pour le test, j'ai utilisé sur chacune de mes applis donc on a une conf consul template. Donc j'ai une conf consul template. Donc sur chaque machine applicative. Donc tout à l'heure le consul template qu'on avait, il était sur le HAProxy. Donc lui d'ailleurs je peux le fermer. Voilà. Il était sur le HAProxy. Ça aussi je peux le fermer. Hop, voilà. Nous, donc là, ce qui va nous intéresser comme test. Moi, j'ai pris comme test un Nginx. Donc, sur chaque machine applicative, donc là, en l'occurrence, j'ai 3 machines applicatives. J'ai la app 1, app 2 et la app 3 que j'ai pas affichée. Sur chaque machine applicative, j'ai été installer un Nginx. Donc, si je fais un netstat-ntop, sur le port 80, j'ai bien un Nginx qui répond. Donc, si je fais un curl 127.0.0.1, qu'est-ce que j'ai? J'ai la page d'accueil du Nginx classique qui répond. Donc ça, c'est une chose. Donc j'ai un Nginx qui répond. J'ai installé aussi sur chaque machine applicative un consult template. Et ce consult template de chaque machine applicative, ce que j'ai fait, j'ai été lui fournir des templates, plusieurs templates, 2 templates plus exactement. Donc il a une consult template, voilà. Donc il a d'une part une configuration, hop, le consult template. Dans sa configuration, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute consult template, tu vas écouter le consult master, ici tu as à cet endroit-là. Tu as un back-off, des retries possibles, etc. Et moi, dans mon cas de figure, ensuite, on lui définit des templates autant qu'on le souhaite. Donc là, moi, j'ai créé 2 templates. Un premier template dont la source est un fichier template qui est situé juste à côté et qui se nomme homepage.ctmpl. Donc ce .ctmpl, home CTMPL, qu'est-ce qu'il contient? Donc c'est un template Go comme on l'a vu tout à l'heure. Dans ce template Go ici, entre double accolade, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, écoute, moi, le contenu de ce fichier, il va contenir la clé, et la clé, elle va venir de ceci. Donc ça, c'est la clé qui est stockée dans le data center my d'ici. Donc le data center, c'est ce qu'on avait vu dans la conf à l'origine du master, c'est ce qui est indiqué ici en haut à gauche. Et la clé valeur ici, c'est celle-ci. Donc vous voyez, pour l'instant, comme j'ai pas de clé valeur, pour l'instant, finalement, consult template ne fait rien de particulier, quoi. Ensuite, hop, si j'ai mon config HCL ici. Donc ce que je dis, donc ma home ici, donc mon template de home, il va correspondre en fait à ma home de mon Nginx, qui est servi, donc mon index.html de Nginx. Et mon objectif, ça va être quoi? Vous l'imaginez, c'est que je vais pousser une clé, donc cette clé qui était contenue dans le fichier de template, et ça va aller modifier à la volée le index.html. Donc là, si je fais la démo,
Hop, donc si je récupère utils, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En local ici, donc là je suis sur mon master consul, mais je pourrais être ailleurs. J'ai un fichier index.html, n'importe lequel, qui contient voici ma première page. Ah ben non. Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, quand on faisait un curl de la machine 192.168.57.101, on a notre Nginx qui répond. Sur la 102, on a notre Nginx qui répond, et la 103 également. Là, moi, ce que je veux, c'est tout simplement que mon consul mette à jour sa clé en question, et dynamiquement, le consul template, il va aller dire, bah ok, je modifie le fichier donc situé dans var 3w.html index.html, et il me le remplace par le contenu de cet élément-là. Et là, vous allez voir que finalement, ça va être très très simple. Donc si je refais mon 4 pour... Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on fait ceci. Alors, on va faire ceci. Parce que j'ai pas encore fait toute la démo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lance une ligne de commande consul où je dis, bah écoute, tu me pousses sur la clé, donc le fichier index.html, qui est en local ici, hein, que je vous ai montré, ma première page, et tu le pousses sur la clé app var 3w.html/index.html. Et là, derrière, j'enchaîne aussitôt avec un curl sur le 101. Alors, on va faire un petit laps de temps, on va faire un slip de 0.2, on va dire, voilà. Donc, j'attends 200 millisecondes avant de le faire. Voilà. Donc là, si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, hop, j'ai fait un curl, et aussitôt, ma modification, elle a été prise en compte quasiment aussitôt. D'ailleurs, si je fais mon index.html, on va aller le changer, on va refaire une modif. Voici ma première page. Ah ben non, on va démettre, et ben voici ma deuxième page. Ok, j'enregistre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer hop, le 0.2. On va voir si c'est vraiment très très rapide. Et on va faire plusieurs curls. Donc on va faire sur la 102 aussi. Et là, si je lance ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, j'ai poussé aussitôt donc, mon index.html. Je l'ai interrogé aussitôt avec un curl sur la 101 et la 102. Et vous voyez que aussitôt, ma réponse, ma page avait déjà été mise à jour. Vous voyez, donc ça va très très vite. En termes de mise à jour, le système de clé-valeur, c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. Donc là, j'ai fait un deuxième template. Ce deuxième template, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a pour objectif de modifier le fichier donc, de mes serveurs applicatifs de mes Nginx, le fichier default, donc celui qui définit le vhost. Par défaut, le vhost, vous avez vu, mon serveur, il répond sur le port 80. Ben, moi, ce que je veux, c'est répondre sur un autre port, par exemple. Ben, pour faire ça, je vais utiliser un template, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc qui est le default template, et qui va aller interroger la clé qui est celle-ci du data center MyDC. Donc, exactement le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. La petite différence, elle est surtout là, c'est que derrière le template qu'on avait tout à l'heure, on n'avait pas besoin de faire de reload. Là par contre, moi j'ai Nginx, donc je mets à jour là, vraiment la conf, les vhosts de Nginx, et je vais changer par exemple le port, et du coup, je suis obligé de faire un Nginx reload. Mais ça, c'est Consul Template qui va le gérer, comme on avait fait tout à l'heure pour les HAProxy. Donc là, on va faire exactement le même principe que tout à l'heure. J'ai un fichier default. Vous voyez que cette fois-ci, là, je ne veux plus écouter sur le port 80, mais je vais le reconfigurer pour écouter sur le port 666, tout simplement. Donc là, on va faire la même interrogation qu'on avait tout à l'heure. Alors, hop, je vais reprendre ma petite triche ici. Hop, voilà. Donc sur le 101.666. Alors là, on va mettre un slip de 1 seconde parce que bon, on fait quand même le reload du Nginx. Je pense que le Nginx, il n'est pas instantané non plus. Donc là, je peux le faire pour vous montrer que qu'on met à jour vraiment plusieurs serveurs d'un coup.
Donc on va faire la 102, puis j'ai dit que j'avais 3 serveurs, et je vais faire la 103. On va mettre une seconde, on est peut-être un peu juste, une seconde, 1.5, on va dire, une seconde et demie. Donc là, je vais le lancer, donc en gros, je vais lancer, donc sur ma clé qui est là, je vais injecter le default qu'on a vu tout à l'heure, qui interroge le 666. Vous voyez que là, ce qui se passe, alors sur le 102, ça n'a pas été mis à jour. Donc là, il a consulté. Alors j'ai peut-être un problème. On va en revenir à un curl simple parce que sur le 103, par exemple, sur 666, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça répond bien. Si je fais la même chose sur le 102, ça répond aussi. Et sur le 101, ça répond aussi. Tout à l'heure, c'est que j'ai été un peu vite au niveau de l'exécution des curls et je pense que ça a posé problème. On a vu qu'il y en avait un qui était bien mis à jour très rapidement. Mais sur le 102, vous voyez, command not found. Ah bah non, ouais, ok. J'ai oublié de mettre un curl ici. Sinon, ça répondait bien. Donc voilà, vous voyez que c'est très très efficace, très très rapide. Derrière, si on interroge l'interface graphique maintenant de Consul, on a poussé des clés. Si vous vous souvenez, la structure de la clé, c'est app, donc etc ou var pour le var 3w html, et on retrouve le contenu de notre fichier ici. On peut même aller le modifier à la main ici. Et la même chose pour la configuration qu'on vient de pousser tout à l'heure. Donc notre configuration, elle est dans etc, nginx, site available, default, et on retrouve notre fichier également. Voilà, donc vous voyez que finalement c'est un stockage, clé valeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc on en a fini avec notre meetup. Vous pouvez découvrir, en fait, Consul a que limite votre imagination, tout simplement. Vous allez pouvoir faire des portails de Swagger avec Consul. Vous pouvez utiliser Consul Alert aussi, qui est un outil qui permet, donc quand Consul check l'état de santé, il est capable aussi de déclencher des triggers sur Mattermost, des webhooks divers et variés. Et derrière, vous avez aussi, je vous ai mis un petit lien, une présentation faite par Pierre Souchet de chez Criteo, qui est un grand spécialiste de Consul et qui présente très très bien Consul et ce que ça fait, donc sur des infras très étendus avec plus de 30 000 serveurs, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ornest pour ne pas manquer les prochains meet-up et les prochaines diffusions. Et on vous dit à très bientôt.